Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Nouvelle nuit dans la guerre pour les Ukrainiens. À Kiev, des frappes russes ont visé des immeubles résidentiels. Il y a eu des dizaines d'explosions. Bilan au moins 10 morts. Plus il fait chaud, plus le vent souffle sur la terre sèche, plus le risque d'incendie est fort. Le sud de la France est touché par les premiers grands feux de l'été. Dans les Pyrénées-Orientales, les flammes ont déjà brûlé près de 5000 hectares et perturbe la troisième étape du Tour de France. Et puis c'est l'épilogue de l'un des faits divers les plus retentissants de ces dernières années ici en France, l'affaire Jubilard. Après 5 ans de dénégation et une première condamnation, Cédric Jubilard a avoué avoir tué sa femme Delphine en 2020. Il se dit prêt à donner des indications sur l'endroit où il a dissimulé le corps, et ce alors que son procès en appel doit s'ouvrir au mois de septembre. Dans l'actualité également de ce lundi, Emmanuel Macron à Damas. Le chef de l'État est attendu ce soir en Syrie. C'est la première visite d'un chef d'État occidental depuis la chute de Bachar el-Assad en 2024. Dans une Syrie qui reste fragile. Et c'est dans cette Syrie, à la croisée des chemins, que nous allons poser les valises de Parlons-en jusqu'à 10h45. En moins d'un an et demi, Ahmed El-Shara est passé du statut de leader d'un mouvement terroriste à celui d'un homme d'État convoité, reçu à Washington, à Paris. Il accueille donc aujourd'hui Emmanuel Macron avec les honneurs. Qu'est-ce que le président français vient chercher ? Il a proposé tant pour Damas que pour la région qui vient de connaître une guerre dont l'issue est encore très incertaine à l'heure où l'on se parle. C'est Parlons-en aujourd'hui avec David Rigoulet-Rose, Ariad Ranem, Mélina Huette et Dana Alboz qui est à Damas. Bonjour à tous les quatre, merci d'être là. On a beaucoup de choses à dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour David Rigoulet-Rose, bienvenue sur ce plateau, spécialiste du Moyen-Orient, directeur de la revue Orient Stratégique. Sur ce plateau aussi Mélina Huette. Bonjour Mélina. Bonjour. Reporter et chroniqueuse ici internationale à France 24. Bonjour à vous Ariad Ranem, merci beaucoup de participer à cette discussion à distance. Alors qu'on voit Dana Alboz à l'antenne, vous êtes le directeur scientifique du programme MENA à Sciences Po, et Dana Alboz, donc bonjour Dana, vous êtes la correspondante de la rédaction de France 24 à Damas, bonjour. Bien sûr en Syrie. Salut Dana. On va vous retrouver dans un instant. Dana, vous allez nous raconter notamment comment les Syriens, ce qu'ils attendent de cette visite d'Emmanuel Macron qui arrivera ce soir à Damas. Mais d'abord, les enjeux d'une visite historique. C'est vrai que le terme est souvent galvaudé, mais là, quand même, on peut le dire. C'est la première visite d'un président français en Syrie depuis 2009. La première visite d'un chef d'État occidental. Il y a eu Volodymyr Zelensky, certes, mais là, il s'agit de la France, de l'Union européenne, qui est donc en visite en Syrie. Les enjeux, donc, avec Marc Pope en images. Un mois à peine après la chute de Bachar el-Assad, Paris est déjà aux avant-postes. Le ministre des Affaires étrangères rencontre à Damas le nouveau dirigeant syrien en compagnie de son homologue allemande, signe que la France cherche à faire de la Syrie un soutien dans la région pour lutter contre le terrorisme. Quelques jours plus tard, à Paris, se tient la 3e conférence internationale pour la Syrie, dirigée par Emmanuel Macron. Nous appelons à un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien, y compris dans le nord et le nord-est, comme à la fin des ingérences étrangères, y compris dans le sud. L'objectif prioritaire, cette sécurité, c'est de faire en sorte que la Syrie ne redevienne pas une plateforme logistique pour les milices liées à l'Iran et qui participe de son agenda de déstabilisation régionale. Pour accompagner la transition syrienne, Emmanuel Macron fait également le pari d'inviter Ahmad al-Shara à l'Élysée en mai 2025, et ce malgré son passé de chef djihadiste. Dans la normalisation du nouveau pouvoir syrien, le président français se veut le moteur. Il contribue notamment à mettre le pied à l'étrier du dirigeant syrien sur la scène internationale. L'intérêt de tous, y compris l'intérêt des Américains, est aujourd'hui de réfléchir et plutôt d'agir pour nous accompagner dans la levée des sanctions à l'égard du peuple syrien et de tarder au maximum pour le retrait de ses forces en Syrie, parce que simplement la question sécuritaire demeure. Une stratégie payante. En novembre 2025, Donald Trump reçoit finalement Ahmad al-Shara à Washington et annonce la levée des sanctions américaines. Paris cherche aussi à protéger les Kurdes, ses anciens alliés dans la lutte contre l'organisation État islamique. Après d'importantes tensions avec Damas, un accord a finalement été conclu pour leur intégration à l'État syrien. Un accord sur le respect duquel Emmanuel Macron se veut très vigilant.
Voilà pour ces enjeux. David Rigoulet-Rose, une première question sur la forme. Il n'y a pas de doute sur le fait que le président Macron sera ce soir à Damas. Pourtant, ça n'a pas été confirmé à ce stade officiellement. Pourquoi ? Pour des raisons de sécurité ? Alors effectivement, il y a une très très grande discrétion, voire une volonté de verrouillage. Il n'y a pas eu de confirmation explicite, effectivement. Alors, il y a la dimension sécuritaire qui évidemment joue, parce qu'il faut rappeler qu'il vient d'avoir un attentat. Donc, ça montre bien quand même qu'il y a une situation qui n'est pas totalement maîtrisée. Et l'avenue du président français, évidemment, en termes de logistique et de sécurité, est un enjeu majeur pour la nouvelle gouvernance. Et puis, il y a aussi probablement l'idée de vouloir une certaine discrétion. Ce qui va être intéressant, c'est la composition de la délégation qu'il va y avoir, parce qu'on parle de patron du CAC 40, justement, et il y a des rumeurs font état du fait qu'il y aurait une délégation très conséquente en termes économiques. Donc là, on retrouve les enjeux de la reconstruction, évidemment. On va y venir, bien sûr. Ouais. Il y a ça, et puis il y a les enjeux de la stabilisation politique, les deux étant liés, d'ailleurs, en réalité, avec la problématique de l'inclusivité qui a été rappelée, la question kurde, ethno-confessionnelle, et l'inclusivité au sens large, et la représentativité de toutes les composantes de la mosaïque syrienne. Donc, en réalité, il s'agit de stabiliser le pays, de maintenir son intégrité territoriale, sa souveraineté. Et puis, il y aura certainement des discussions sur le Liban, évidemment. On y reviendra. Bien sûr, un mot sur le contexte sécuritaire que David Rigoulet-Rose évoquait à l'instant. Mélina, et effectivement, il y a eu cet attentat très meurtrier, enfin en tout cas une attaque à la bombe à Damas, 10 morts, ouais. Ce qui a un peu chamboulé le programme de la visite d'Emmanuel Macron. Oui, alors ça c'est pareil, puisqu'on n'est pas du tout sur quelque chose qui a été mis à l'agenda du président de la République avec un déroulé, vous l'imaginez, qui aurait été très précis. On doit faire confiance à certains de nos confrères, par exemple la Tribune Genève, qui disait qu'il aurait dû déambuler dans la vieille ville de Damas et qu'au final tout ça a été annulé. Effectivement, il faut dire que des attentats, il n'y en a pas non plus tous les jours. À Damas, on ne parle pas du tout... ça a changé depuis 1 an et demi, mais il y avait déjà eu des attentats. Je crois que le dernier plus meurtrier, c'était il y a 1 an, c'était au printemps 2025, qui avait fait 25 morts dans une église. Oui. Voilà. Donc là, évidemment, entre guillemets, ça ne peut pas plus mal tomber pour le déplacement du premier président, premier chef d'État occidental à Damas depuis la chute de Bachar el-Assad. On va prendre la direction de Damas pour vous retrouver Dana Alboz. Bonjour Dana, vous êtes la correspondante de la rédaction de France 24 en Syrie. Alors on le disait sur ce plateau, cette visite du président Macron qui est attendue aux alentours, je crois, de 19h, est auréolée de mystère, assez peu de précision. Qu'est-ce que vous savez, vous, du côté de Damas ? De côté de Damas, la présidence syrienne a confirmé hier dimanche la visite prévue du président français Emmanuel Macron, mais sans toutefois préciser le programme, notamment pour des raisons de sécurité. Il y a aussi très peu d'informations autour de cette visite, mais des drapeaux français ont été accrochés tout au long de la route qui mène de l'aéroport de Damas jusqu'à la ville. Selon Damas, Macron, il sera accompagné avec une délégation composant d'investisseurs et de représentants d'entreprises françaises, avec l'objectif affiché de lancer la coopération, notamment économique, entre les deux pays. Et si tout se confirme, il y a une réunion aussi prévue. Voilà, malheureusement, on a perdu la liaison avec des relations bilatérales et la coopération. Voilà, Dana, j'espère que vous m'entendez. Comment est-ce qu'on perçoit cette visite côté syrien ? Côté syrien, Damas attire et espère attirer des investissements occidentaux et de financement étrangers pour lancer le processus de la reconstruction dans un pays dévasté par 13 ou 14 années de guerre. Ici, en Syrie, il y a beaucoup de Syriens aussi qui espèrent que cette visite ou ce rapprochement entre les deux pays, entre la France et la Syrie, ait des conséquences et des effets positifs sur la vie quotidienne des Syriens. Aujourd'hui, il y a 9 sur 10 Syriens qui vivent sous le seuil de pauvreté selon les Nations Unies.
Dana Albos, depuis Damas, merci beaucoup. Dana, vous nous ferez vivre cette visite du président français à Damas aujourd'hui et demain sur l'antenne de France 24. Ariad Ranem, donc je rappelle que vous êtes le directeur scientifique du programme Moyen-Orient, Afrique du Nord à Sciences Po. Je disais tout à l'heure que le terme historique était un peu employé à tort et à travers d'ordinaire, mais là c'est vrai qu'on est sur une visite d'un président français, la première en Syrie depuis 17 ans, la première pour un chef d'État de l'Union européenne depuis la fin de la chute de la dictature en décembre 2024. C'est véritablement une visite historique ? Oui, c'est vécu comme tel, en tout cas sur le terrain en Syrie. Il faut voir aussi que c'est une forme de légitimation pour ce pouvoir en place depuis 1 an et demi qui a amorcé la transition dans le pays. C'est la première visite, vous le disiez, depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2009 et ça marque vraiment le fait de renouer une relation avec la Syrie après une rupture qui avait été longue tout au long de la guerre civile et notamment en réponse aux abus de droits de l'homme et aux crimes de Bachar al-Assad, dont le régime avait été qualifié d'illégitime. Et depuis, effectivement, il n'y avait plus eu de relation formelle entre la France et la Syrie. La chute de Bachar al-Assad a permis de renouer et elle a permis aussi à la France de capitaliser sur un soutien sans faille à l'opposition syrienne, là où d'autres États comme l'Italie, par exemple, s'apprêtaient à renouer des relations formelles avec le régime de Bachar al-Assad. La France et la politique étrangère française ont pu dire nous, on n'a pas cédé à cette vague de normalisation et aujourd'hui, il s'agit effectivement de consolider ce lien. Un petit point de contexte historique sur les relations franco-syriennes avec vous, Mélina Huet. Donc, dernière visite, c'était Nicolas Sarkozy en 2009. 1 an plus tôt, il y avait eu cette invitation très polémique de Bachar el-Assad à la tribune du 14 juillet. Absolument. On a d'ailleurs encore les images. Alors, ça nous parle parce que dans une semaine, invité aussi d'honneur du 14 juillet, là, on n'est plus du tout sur ce genre d'invitation. Évidemment, il était encore fréquentable à l'époque avec beaucoup de guillemets. Il était vu, en tout cas, par Nicolas Sarkozy, le président de la République à l'époque, comme quelqu'un qui pouvait être un espèce de pivot, un point clé pour une solution pacifique au Proche et au Moyen-Orient. Évidemment, ces images, elles ont extrêmement mal vieilli. Déjà parce que à l'époque, on était quand même sur une dictature qui durait depuis plusieurs décennies. Et puis, 3 ans plus tard, on a la répression sanglante, massive, de gens qui manifestent pacifiquement. L'homme qui se tient à côté de Nicolas Sarkozy devient le boucher de Damas, c'est le surnom qu'on lui a donné. Et puis, on le sait derrière, la répression, la guerre civile, des dizaines, centaines de milliers de morts, la coalition avec la Russie. Évidemment que pendant des années, ce régime était devenu absolument infréquentable, ce qui n'a pas empêché, on y reviendra peut-être d'ailleurs, pourtant certaines entreprises, puisque là on va parler de l'économie, de continuer à opérer en Syrie. C'était le cas de Lafarge qui a donné lieu à un procès qui a été très, très médiatisé ici en France. Voilà, et les images que l'on voit à l'antenne sont assez saisissantes. 14 juillet 2008, autour de Nicolas Sarkozy, de Bachar el-Assad. Alors on n'est pas encore en 2011 à l'époque, il faut quand même remettre en contexte. Oui, bien sûr, mais je trouve aussi le Tunisien Ben Ali et l'Égyptien Moubarak, les temps changent. Alors, on l'a dit, pardon ? Une autre époque. Une autre époque, tout à fait. 1 an et demi, donc, après la chute de la dictature d'un demi-siècle, du clan Assad. C'est quand même... C'est le moment où Chara a parachevé sa normalisation, sa mue politique. Oui, alors il y a une logique transformiste, on va dire, effectivement, qui a permis à Ahmed el-Chara d'être dans un processus de légitimation. Mais il faut rappeler quand même qu'il a été adoubé par Donald Trump. C'est quand même le vrai tournant, il est là. Novembre 2025. Oui, alors déjà, il y a eu la rencontre à Riyad avec l'entregent de Mohammed bin Salman, qui a fait beaucoup. Et le rôle de l'Arabie Saoudite est très très important. Et on voit aussi les connexions franco-saoudiennes qui peuvent jouer dans ce contexte. Donc, en mai 2025. Et puis, effectivement, la réception... S'il n'avait pas donné le go, Donald Trump, personne n'aurait suivi. D'abord, ça a stupéfait tout le monde, d'abord. À l'époque, au regard justement de l'ADN initial islamo-djihadiste d'Ahmed el-Chara. Ce sont ces images-là. Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, il était le chef de HTS, Yasser Aracham, qui avant était Jabhat el-Nusra, lui-même une excroissance d'Al-Qaïda en Syrie. Mais effectivement, il y a une évolution, incontestablement, une forme d'islamo-nationalisme qui lui a permis de se positionner et à l'issue de la chute du régime, d'arriver à la tête de la nouvelle gouvernance. Donc cet adoubement de Donald Trump a été essentiel, notamment pour les sanctions.
parce que c'est lui qui a initié le... Alors, il y a une forme de deal, hein, comme toujours avec Donald Trump. Le deal passé entre lui et Al-Shara, c'était on lève les sanctions et vous avez une responsabilité pour empêcher la résurgence de Daesh, notamment. Et effectivement, Daesh est l'ennemi déclaré de cette nouvelle gouvernance, et certains des attentats qui se sont produits leur sont attribués, évidemment. Et il était déjà d'ailleurs au temps où Absolument. Al-Shara s'appelait autrement. Al-Jolani, justement, c'était son surnom de guerre. Et donc là, en l'occurrence, évidemment, la visite du président français, mais elle était précédée par la visite d'Al-Shara à Paris, qui a fait beaucoup parler en mai, et donc qui déjà était une forme de normalisation, effectivement, pour restaurer des relations qui sont historiques, de toute façon, entre la France et la Syrie. Et donc, c'est essayer de consolider, effectivement, une forme d'héritage, et de favoriser la transition qui est quand même très compliquée. Je finirai sur, puisqu'on évoquait le premier chef européen, mais en réalité, il y a déjà eu le voyage de Ursula von der Leyen. Et de Volodymyr Zelensky. Et oui, mais en tout cas, au niveau européen, effectivement, de la présidente de la Commission. Mais ce n'est pas une chef d'État. C'est pas une chef d'État, mais elle a validé le processus de levée des sanctions qui avait été établi en mai 2025. Et donc, effectivement, il y a un processus qui est en cours. On va venir sur les sanctions parce que c'est évidemment un pan très important de ce voyage qui est avant tout économique, même s'il est très symbolique aussi du président Macron. Quelques mots, Mélina, c'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'on le rappelle, mais le parcours quand même de celui qui est aujourd'hui le président de la Syrie est singulier. Vous évoquiez, David Rigoulet-Rose, la réception à Washington et avant cela sa rencontre avec le président Trump. Al-Shara a passé quand même plusieurs années dans les prisons américaines en Irak. Et notamment à Abu Ghraib. Tristement célèbre, et on l'a vu jouer au basket avec des militaires américains quand il est allé à Washington. C'est quand même un retournement de l'histoire. Oui, et puis ça a créé beaucoup de polémiques aux États-Unis même, parce que, comme vous l'avez si justement rappelé, d'une manière ou d'une autre, il reste lié par son histoire à Al-Qaïda. Et on rappelle le traumatisme qu'ont été les attentats du 11 septembre 2001. Donc il y a aussi beaucoup de vétérans qui s'étaient opposés à cette visite à l'époque, de familles aussi de vétérans, ou de familles de personnes qui ont été tuées au combat, tout simplement, en disant vous vous rendez compte, vous recevez avec les honneurs quelqu'un qui a participé à une entreprise terroriste qui a décimé des familles entières chez nous. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas passé. Effectivement, sans l'entre-gens de Donald Trump, les sanctions n'auraient pas été levées, ou en tout cas pas à ce niveau-là, parce qu'il reste, on en reparlera, mais il reste quand même quelques sanctions, bien évidemment. Et puis, il y a vraiment cette volonté aussi de dire, écoutez, de toute façon, nous, on va faire partie de cette coalition anti-État islamique. C'est aussi un gage. Mais après, quand on regarde l'ADN de HTC, ils combattaient déjà, en réalité, l'organisation État islamique. Donc, c'est pas non plus un changement de paradigme idéologique de leur côté. Ariad Ranem, précisément, sur quelle ligne, sur quelle promesse d'Al-Shara s'est opéré ce succès diplomatique depuis 1 an et demi? Elle ne se résume pas qu'à la question sécuritaire, si? La question sécuritaire a été centrale parce qu'il y a eu des défis déjà depuis l'arrivée d'Ahmed El-Shara au pouvoir. On rappelle les violences sur la côte syrienne qui ont fait plus de 1400 morts parmi des civils, notamment issus de la communauté alawite. Il y a eu les violences dans la région de Soueïda, dans le sud de la Syrie. Puis les questions autour des régions contrôlées par les forces démocratiques syriennes kurdes dans le nord-est. Donc la question sécuritaire, elle a été centrale, et Ahmed El-Shara a dû renouveler systématiquement les gages pour se distancier d'une partie toujours radicale de sa base, et notamment de certaines des milices, des factions qui le soutiennent. Mais c'est évidemment pas le seul élément de son discours de transition. Il y a la question de l'inclusion, il y a la question de la refondation des institutions. D'ailleurs, la visite d'Emmanuel Macron a un peu précipité l'ouverture du Parlement syrien qui est prévue aussi cette semaine, lui qui avait été désigné en octobre dernier mais qui n'avait toujours pas siégé. Donc voilà, il y a une promesse de refondation, de reconstruction, notamment grâce à la levée des sanctions. Mais les défis vont être nombreux. Vous parliez d'une délégation économique, les levées des sanctions, oui, mais il y a encore toutes les infrastructures à reconstruire, des routes, un accès à l'électricité démocratisé. Enfin, voilà, tous les éléments ne sont pas réunis pour l'instant pour convaincre des investisseurs de mettre vraiment, de prendre des risques
aujourd'hui en Syrie. Voilà, des promesses ont été faites dans ce discours de transition. D'ailleurs, on viendra peut-être sur la question de jusqu'à quand la transition. Sur le respect des minorités, ça faisait partie des premières prises de parole d'Al-Shara. Après la chute de la dictature, il avait garanti la sécurité pour toutes les minorités. Et Ariad Ranem l'a rappelé à l'instant. On se souvient des exactions contre les Alaouites, la branche musulmane dont était issu le clan Assad, des affrontements entre sunnites et druzes. La question kurde, promesse non tenue jusqu'ici, David Rigoulet-Rose, ou difficilement tenable en tout cas. Très, très, très compliqué, effectivement, parce que ça n'a pas été la catastrophe qu'on aurait pu craindre, c'est-à-dire une reprise d'affrontements généralisés. Il y a eu des choses très graves qui ont été, d'ailleurs, il a été mis devant ses responsabilités. Pour vous évoquer les massacres en mars 2025 sur la côte alaouite, à l'été 2025 pour les Druzes. D'ailleurs, la situation de Souweïda n'est pas totalement résolue. La question de l'intégration plus ou moins contrainte, effectivement, des Kurdes qui avaient une région autonome. Mais globalement, il y a quand même, effectivement, un processus qui évite l'éclatement, la fragmentation du pays, ce qui était la hantise, justement, de cette transition très complexe. Et là, on retrouve l'économie, en fait. Parce que l'économie est susceptible de constituer le vecteur principal de stabilisation, y compris en termes politiques. Les défenseurs d'Al-Shara ayant dit depuis 1 an et demi, n'attendez pas à ce qu'un pays qui sorte d'un demi-siècle de dictature et de 14 ans de guerre civile se remette à fonctionner normalement d'un claquement de doigts. C'est tout à fait impossible. C'est pour ça que ça rejoint la question que vous posiez de manière un peu subliminale, jusqu'à quand la transition ? Peut-être que la transition, elle va durer très, très, très longtemps. Quand on a un pays aussi fragmenté, aussi éclaté, avec quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire. C'est pas juste des dissensions et des règlements de compte, mais à ça viennent s'ajouter aussi des années de frustration. Il y a effectivement, donc Souweïda, vous l'avez dit, qui n'est toujours pas une question qui est tout à fait réglée. D'ailleurs, notre correspondante Dana Alboz, il me semble, avec Sophie Guignon, avait réalisé un superbe reportage à Souweïda. C'était extrêmement difficile d'y aller pour des raisons sécuritaires, mais aussi parce que tout est verrouillé. Donc, évidemment, quand on a un pays avec des dissensions interconfessionnelles, interethniques aussi importantes, que le pédigré lui-même aussi d'Al-Shara fait qu'il y a la possibilité que ça explose finalement. C'est horrible de dire ça à ce stade, parce que pour nous, c'est très facile. On est dans le confort d'un plateau, on se dit ça aurait pu être bien pire. Mais la réalité, elle est là. C'est que ça aurait pu vraiment être une cocotte minute qui explose. Et aujourd'hui, on verra dans quelles conditions, mais il y a un Parlement qui va peut-être gouverner, qui va peut-être prendre des mesures. C'était inimaginable il y a encore 2 ans. Voilà, si on regarde le verre à moitié vide, ces élections législatives à l'automne dernier que vous évoquez à l'instant ont quand même été très encadrées par le régime. Vous utilisiez le terme de verrouillage à l'instant. Aujourd'hui, Ariad Ranem, encore une fois, avec les précautions qui sont l'état dans lequel ce pays sort de ce demi-siècle de dictature, l'espace politique interne, disons, la possibilité d'existence pour une voix autre que celle du pouvoir aujourd'hui en Syrie est très minime. Elle est très minime, vous avez raison. On peut rappeler les conditions de désignation de ce Conseil du peuple, qui est la chambre parlementaire syrienne en octobre dernier. La déclaration constitutionnelle syrienne de mars 2025, elle donne en fait à Shara le pouvoir de nommer 1/3 des membres de ce Parlement directement, et les 2 autres tiers sont nommés par un comité électoral nommé par le président. Donc on n'est effectivement pas sur une séparation des pouvoirs exemplaire, de même qu'il y a d'autres sujets aujourd'hui qui demeurent, par exemple sur les partis politiques. Il y a une revendication d'une partie de la société civile en Syrie de créer des partis pour s'engager justement dans éventuellement une contestation, mais avec des modes civils, de débat politique. Pour l'instant, il n'y a pas de loi pour encadrer d'éventuels partis politiques en Syrie. Donc, ça peut malheureusement laisser le cours à des modes plus radicaux d'expression, des violences qui persistent, même si elles sont à relativement basse intensité. Mais voilà, du point de vue du pouvoir, il y a effectivement toujours une volonté pour l'instant de garder le contrôle, une crainte que les choses puissent échapper au contrôle si on donnait pour l'instant trop de lâche aux oppositions et aux contestations qui existent en Syrie, même s'il faut le rappeler, Ahmed el-Shara
est populaire, il est soutenu par une bonne partie, vraisemblablement plus de la moitié en tout cas de la population syrienne. Et puis on pourrait évoquer la place des femmes aussi, Mélina. Alors vous me faites une transition parfaite parce que je voulais justement parler des 4% de femmes uniquement. Et puis le fait que de toute façon les postes régaliens ils sont occupés par des anciens cadres de HTS. Et la place des femmes c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même eu une volonté d'affichage. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premières images où effectivement on voyait Al-Shara avec son costume, etc. Et où on mettait en avant que regardez, les femmes vont faire partie de ce gouvernement ou en tout cas de la façon dont on va diriger. Bon, le fait est qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à prendre en compte et que c'est clairement pas la priorité du régime. Sauf si vous voulez réagir là-dessus, David Rigoulet-Rose, sur les défis sur l'espace politique. Oui, de toute façon, la déclaration constitutionnelle du 13 mars 2025 avait évoqué un processus très long sur 5 ans, avec à terme une nouvelle assemblée qui serait élue, alors pour le coup au suffrage universel, ce qui n'a pas été le cas là. Il y a eu quand même dans les 70 personnes qui ont été désignées par Ahmed El-Shara récemment, il y a un nombre de femmes qui n'est pas totalement négligeable, donc c'est lui qui a fait cette désignation. Il y a aussi des anciens détenus comme Hassan Soufan qui a passé une douzaine d'années à Sennaya, l'affreuse prison de l'ancien régime. Donc il y a quand même l'idée d'essayer de représenter un peu tout ce qui a fait cette diversité syrienne écrasée au moment de la guerre civile, même si évidemment le processus est très contrôlé. Il y a une logique de recentralisation qui est inhérente à la forme présidentielle de son pouvoir, mais ça tient aussi au fait que le risque, sinon, c'est un risque d'éclatement. Donc c'est un arbitrage très très compliqué en réalité. Pour revenir donc à l'enjeu dont il va être question, mais pas que, on reviendra aussi bien sûr sur la question iranienne dans un instant, la question de la reconstruction. Al-Shara, son premier voyage à l'étranger, sauf erreur de ma part, c'était en Arabie Saoudite. Vous aviez évoqué tout à l'heure, David, à quel point il comptait sur cette médiation auprès de Donald Trump, mais sur l'Arabie Saoudite tout court. Faut-il le rappeler, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a quand même sacrément endommagé, contrarié en tout cas les plans des pays du Golfe. Est-ce que là quelque chose a été ralenti du côté de ce que les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite il y a eu un moment de suspension, on va dire, effectivement, parce que le focus était mis sur la région du Golfe. Parce qu'il y avait des promesses d'investissement massifs des pays du Golfe vers la Syrie. Alors qui ne sont pas annulées, mais effectivement. Alors d'abord, il y a la question du paiement des fonctionnaires, qui a été assuré en partie par le Qatar, c'était l'Arabie Saoudite. Des fonctionnaires syriens. Oui, des fonctionnaires syriens, parce qu'il y a un problème budgétaire, évidemment. Ce qui est intéressant, alors pour le coup, par rapport à ce que vous évoquez sur la situation du Golfe, c'est que comme il y a eu au niveau de l'exportation des hydrocarbures, la Syrie a retrouvé partiellement une fonction de carrefour, justement pour trouver des voies alternatives d'exportation par camion, la question de l'oléoduc, pour joindre la Méditerranée. Et donc là, c'est important parce que ça veut dire que la Syrie pourrait retrouver géopolitiquement et économiquement parlant une certaine attractivité, justement, et qui validerait une logique d'investissement. Mais le problème, c'est que l'investissement, de toute façon, la priorité, c'est la sécurité avant toute chose. C'est le problème. Et donc, tant qu'il y a des doutes sur la sécurité, il y aura des hésitations, des réticences. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des programmes aussi internationaux qui ne soient pas liés à des entreprises isolées qui vont hésiter à prendre des risques. Parce que la notion de risque est centrale, évidemment. Aria Dranem, la Syrie d'aujourd'hui ne peut pas reposer que sur ces promesses d'investissement venues des pays du Golfe, notamment dans les domaines de l'énergie et comme le disait David à l'instant, des infrastructures. Oui, même si David Rigoulet-Rose a raison, c'est un enjeu central qui replace aujourd'hui la Syrie au cœur. Il faut quand même se rendre compte que la Syrie se réveille d'une quinzaine d'années de guerre civile, de verrouillage complet du territoire, ou d'une partie du territoire, en tout cas par le régime d'Assad, qui avait construit une économie informelle, notamment autour du trafic de Captagon, un trafic transnational qui était un problème d'ailleurs pour la région entière et pas seulement pour la Syrie. Des sanctions qui ont duré plus de 10 ans et qui ont miné en partie aussi le marché, en plus bien sûr de l'économie de guerre et des prédations mises en place par le régime d'Assad et par ses crimes. Donc aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup à faire en termes d'investissement. Il faut, je suis d'accord là-dessus, une part de public parce qu'il y a des risques à prendre qui ne vont pas être pris vraisemblablement par des acteurs privés parce que c'est des investissements énormes dont on parle, beaucoup de choses à reconstruire.
Voilà, pour l'instant, il y a une part qui est prise par les acteurs privés. On a déjà vu quelques contrats passer. Il y a une part aussi qui est prise par des membres de la diaspora syrienne à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, mais il semble que ça concerne surtout le secteur des services, l'éventuelle ouverture de nouveaux hôtels. Voilà, ce type d'investissement pour l'instant et pas des investissements massifs dans des infrastructures en Syrie. Oui, ce sont des gouttes d'eau face aux enjeux aujourd'hui économiques. Alors sur la question des sanctions qui sont dans le discours d'Al-Shara depuis ses premières heures de prise de pouvoir, Mélina, il y avait les sanctions américaines dont il a obtenu, sauf erreur de ma part, qu'elles soient en grande partie gelées, mais à ce stade, elles ne sont pas annulées. Et puis la question des sanctions européennes, où là, c'est un processus qui suit son cours. Alors, en fait, l'Union européenne, elle a levé toutes ses sanctions économiques le 20 mai 2025. Donc, c'est important, cette distinction économique. Du côté des États-Unis, Trump, il a signé, c'était le 18 décembre 2025, la loi de défense 2026 qui abrogeait formellement la loi César. Hein. Donc, ça veut dire que, en gros, là, ce qui subsiste très concrètement, c'est l'embargo européen sur les armes, évidemment. La Syrie, elle demeure sur la liste états-unienne des États qui soutiennent le terrorisme, avec des sanctions qui sont ciblées sur... Encore une fois, qui sont maintenus sur la famille Al-Assad, mais bon, voilà. Les trafiquants de Captagon, hein, justement, on en parlait à l'instant, parce que ça n'a pas arrêté pour autant. Hein, je veux dire, ce trafic continue. Les affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda, et puis les relais iraniens. Et ça, c'est important, et notamment parce que il y a eu des annonces, notamment du sénateur Lindsey Graham, qui avait menacé de rétablir justement des sanctions quand il y a eu une offensive en 2026 dans le Nord-Est. Donc, il y a toujours cette menace, en fait, qui plane de la part des États-Unis, de l'Union européenne. Et puis sur la question de la sécurité, au-delà de la guerre qui a cours en ce moment contre l'Iran et qui déstabilise fortement la région, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des passages aussi du Liban à la Syrie, qu'il y a des frontières extrêmement poreuses, que pendant un an, il y a eu un espèce de flou aussi qui a permis le trafic à la fois d'êtres humains, d'armes, de Captagon, effectivement, et tout un tas de trafic qui s'est mis de manière informelle entre les deux pays. Donc évidemment que sécuritairement, ça pose des soucis pour les gens qui veulent investir et qui voient à long terme, en tout cas, enfin qui essayent de voir à long terme. David Rigoleros. Oui, tout à fait, mais c'est le problème effectivement de la stabilisation. Alors pour ce qui est du Captagon, c'était une demande express de l'Arabie Saoudite pour obtenir le soutien de Riyad de lutter contre le Captagon, parce que l'Arabie Saoudite est le premier marché de consommation du Captagon. Mais ça impacte toute la région. Et ça impacte, après ça irrigue, mais particulièrement l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que MBS en faisait une question de principe en disant une forme de deal. Hein. On te soutient, mais et donc il a lutté contre le Captagon, mais il reste de toute façon des réseaux. Et puis il y a un manque de liquidité et de souplesse budgétaire qui fait que il y a des besoins d'argent quand même. Mais enfin en tout cas il y a une lutte réelle contre le Captagon. Et puis concernant la frontière, alors là c'était par rapport à la Syrie telle qu'elle était avant, qui servait de hub en fait entre Téhéran et la Méditerranée et le Hezbollah. Il y a eu aussi, et là c'était une demande de Donald Trump, de verrouiller la frontière, qui est très compliquée parce qu'évidemment il y a une porosité et puis il y avait le passage, le transit du Hezbollah, etc. Et surtout depuis février, hein, c'est tellement difficile la sécurité. C'est difficile et on retrouve la demande paradoxale, spectaculaire de Donald Trump en demandant à Ahmed El-Shara de régler lui-même la question du Hezbollah. Donc on voit bien que c'est un enjeu de toute façon, effectivement, parce que les frontières syriennes sont aussi la garantie d'une stabilisation interne. Donc on retrouve toutes les pièces s'ajustent en fait. Alors venons-en justement à la position de Damas vis-à-vis de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février dernier et dont l'issue, je le disais tout à l'heure en introduction, est loin d'être certaine à cette heure. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier, Ariad Ranem, la position qui a été celle de Damas vis-à-vis de ce conflit? Prudence, équilibriste, refus de l'engrenage militaire, quelle a été la ligne syrienne? Ça a été une position d'attente et d'hésitation. Il faut savoir que ça a été des sujets de débat au sommet de l'État, notamment entre Ahmed El-Shara et Shibani, sont très influents ministres des Affaires étrangères, parce qu'il faut revenir sur le contexte. Donc la guerre est ouverte en février. Quelques semaines auparavant, les États-Unis ont soutenu Ahmed El-Shara
dans le nord-est syrien qui était tenu jusque-là par les forces démocratiques syriennes. Donc, on pouvait parier à ce moment-là que Ahmed al-Shara serait, bon gré mal gré, embarqué dans une guerre américaine dans la région, dans une logique de forme d'alliance implicite, de rétribution aussi du soutien américain. Ça a été un débat jusqu'au bout, la question d'intervenir ou non contre le Hezbollah. Comme je vous disais, ça faisait l'objet d'une controverse. Pour l'instant, la Syrie a pu se tenir plutôt à l'écart, bien que Donald Trump, et ça a été rappelé il y a quelques secondes, avait dit, donc voilà, mais aussi dans une forme de froideur vis-à-vis de son allié israélien. Si c'est comme ça, on peut aussi confier le dossier à Ahmed al-Shara et à la Syrie, qui le traiterait beaucoup mieux, d'après Donald Trump. Donc voilà, cette menace, entre guillemets, elle pèse toujours, parce que ce serait une catastrophe économique pour la Syrie aujourd'hui, qui se réveille déjà de 15 ans de guerre civile et de 50 ans de dictature, d'être embarqué à nouveau dans un engrenage de guerre régionale. Donc il a tout intérêt à pratiquer, Mélina, la politique du zéro problème avec tous les acteurs, Déjà, un marqueur fort en termes de symbole, c'est qu'il me semble que c'est la seule capitale de la région à ne pas avoir condamné les frappes israéliennes contre l'Iran, alors même que la Syrie était victime aussi de frappes. En tout cas, il y avait déjà des violations répétées de son espace aérien. Et puis, effectivement, Israël a quand même bombardé très largement la Syrie au lendemain de la chute de Bachar al-Assad. Donc, effectivement, je vais répéter ce qui vient d'être dit, mais en réalité, aucune envie pour le pouvoir actuel, qui a déjà fort à faire en son sein, de se lancer dans une guerre qui n'est pas la sienne. Il y a aussi ça. Et pour le Hezbollah, il faut rappeler quand même quelque chose. Il peut y avoir des tentations, pas au niveau gouvernemental, au niveau de certaines minorités. On rappelle que le Hezbollah a aidé Bachar al-Assad à massacrer une partie de la population des rebelles, notamment syriens. Et c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais que les gens qui sont là-bas n'oublient pas. Donc le Hezbollah est un ennemi, effectivement. Maintenant, de là à se mettre en guerre, à se déclarer en guerre ou à faire de l'ingérence, alors même que, encore une fois, au sud et sur la côte ouest, on a autant de problèmes que ça avec ce vivre ensemble, ça paraît quand même hautement risqué. Ouais, prudence ou mollesse, il y a quand même ces incursions israéliennes sur le sol syrien, face auxquelles, jusqu'ici, il n'y a pas de... Oui, mais c'est qu'il n'a pas les moyens, de toute façon. Il a dit qu'il y avait une forme de... La question du Golan aussi. La question du Golan. Il faut rappeler que son nom de guerre, c'était Al-Jolani, c'est-à-dire le Golan, hein. C'est pas tout à fait accidentel, mais c'est un pragmatique, Ahmed al-Shara. C'est un géopoliticien. Il est très très avisé. Il connaît les rapports de force. Il sait il a évoqué même un jour la possibilité éventuelle de participer aux accords d'Abraham de manière un peu subliminale. Ça vient de lui, ça, ou ça vient de Donald Trump? Il sait que c'est une attente de Donald Trump, bien sûr. Mais c'est vraiment crédible, ça? Non, mais en tout cas, ça montre en tout cas qu'il s'inscrit dans une logique de déconfliction par rapport à ses voisins. Ça, c'est clair. En évitant un affrontement, notamment avec Israël, parce qu'il y a effectivement des troupes israéliennes dans le sud qui critiquent, évidemment, mais tout en évitant d'aller au clash, parce qu'il sait que ça sera contre-productif de toute façon, et que ça aliénerait le soutien qui est déterminant de Donald Trump. Donc, il est dans une logique prudentielle. Et concernant la frontière, le deal, en fait, qui a été ce qu'il a vendu, c'est je verrouille la frontière, mais je ne participe pas. Ne me demandez pas plus. Le Golan, c'est un bon exemple, parce qu'il y a un principe de réalité aussi. Moi, je me souviens, j'étais dans le Golan occupé 1 mois après la chute de Bachar al-Assad, et quand je parlais avec des Druzes du Golan qui avaient toute leur famille en Syrie, et que je leur disais « Ah, mais vous allez enfin peut-être pouvoir retrouver votre famille, etc. » Ils disaient « Mais en fait, nous, maintenant, le Golan, c'est chez nous. » Je dis pas qu'ils sont majoritaires à dire ça, mais il y a un principe de réalité qui fait que ça a été annexé en 81, il me semble. Je veux dire, il y a toute une vie qui s'est faite aussi dans le Golan, et il n'y a aucune volonté d'aller tenter de récupérer quelque chose qui serait peine perdue. Vous l'avez dit, ils n'en ont pas les moyens de toute façon, politiquement. Exactement. L'enjeu est ailleurs, c'est la transition. En tout cas, et c'est ce qui a quand même aussi beaucoup changé, et je le dis sous votre contrôle, avec la dictature d'Assad, c'est la relation avec l'Iran. Et là, David, on est dans votre champ de compétences. On est loin des accords d'Abraham avec normalisation des relations avec Israël. En revanche, on est sur un ennemi commun.
Hein, en tout cas, de toute façon, il y a un passif avec l'Iran, notamment avec le Hezbollah, qui était, comme vous l'avez rappelé, au sol, un élément déterminant de soutien de l'ancien régime. Et d'ailleurs, quand les membres du Hezbollah ont dû aller au Liban pour assurer la confrontation avec Israël sur le sol libanais, ça a fragilisé d'autant plus le pouvoir et ça a accéléré sa chute. Pour le dire autrement, l'arrivée d'Al-Shara à Damas, c'était une très mauvaise nouvelle. C'est considéré comme une défaite stratégique pour Téhéran, incontestablement, parce que le cordon ombilical a été coupé entre le Hezbollah et puis sur l'axe de chiite de la région. Donc, mais en même temps, il n'est pas prêt à aller dans une logique de confrontation. Pour l'instant, ces enjeux domestiques sont suffisamment majeurs pour essayer de composer avec une instabilité régionale dont il mesure évidemment toutes les attendus très incertains. Et donc son objectif, c'est de consolider sa gouvernance sur un territoire qui, justement, dont l'intégrité est maintenue. Sur l'Iran, Ariad Ranem, on se souvient que la dynastie Assad a été quand même sauvée d'abord par la Russie, mais aussi bien sûr par l'Iran, qui a toujours soutenu depuis Hafez le père. Cette sortie de l'axe chiite de la Syrie, ça a contribué à fragiliser encore un peu plus la République islamique? Oui, tout à fait. Et Ahmed al-Shara a été très clair à son arrivée au pouvoir. Pour lui, l'ennemi de la population syrienne et de sa transition, c'était l'Iran. Il avait un discours très agressif vis-à-vis de l'Iran, mobilisant parfois, invoquant même des références religieuses dans ce discours. Il faut rappeler aussi qu'au moment des violences de mars 2025 sur la côte, rappelez-vous, elles avaient été ouvertes par d'anciens loyalistes des Assad. À ce moment-là, il y a eu un discours du pouvoir qui disait « c'est l'Iran qui essaie de déstabiliser, de réveiller ses cellules en Syrie et de déstabiliser le nouveau pouvoir et sa transition ». Donc aujourd'hui, il y a effectivement une défaite stratégique de l'Iran en Syrie, qui était aussi le résultat d'un affaiblissement du Hezbollah qui était alors en guerre avec Israël au moment de la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est plutôt sur cette position d'équilibre, de quête de dialogue plutôt avec les États-Unis et l'Arabie saoudite du côté d'Ahmed al-Shara, et qui, on va dire, bénéficie aussi d'une certaine façon de l'essoufflement d'un certain discours anti-impérialiste qui avait été usé jusqu'à la moelle par le régime des Assad, qui avait fait de la lutte contre Israël une priorité, et que beaucoup de personnes en Syrie aujourd'hui associent à son autoritarisme et aussi à une forme de faiblesse de ce régime sur ces dernières années. Bachar el-Assad qui vit toujours, qui coule toujours des jours heureux en Russie. Une fois qu'on a rappelé tous les dictateurs se réfugient. Une fois qu'on a rappelé tout ça, pour en revenir et boucler la boucle à ce déplacement historique, je l'ai dit, du président Macron à Damas, qu'est-ce que la France a à apporter? France qui a été, comme nombre d'alliés des États-Unis, écartée et de ce conflit et de sa résolution, écartée aussi, ou en tout cas voulu être écarté par les Israéliens de la question libanaise. Qu'est-ce que le président Macron a à offrir maintenant? Qu'est-ce que le président Macron a à offrir, ou qu'est-ce que la France a à gagner aussi à aller en Syrie? On rappelle les chiffres, la reconstruction de la Syrie est estimée à plus de 200 milliards de dollars. C'est évidemment juteux. Vous mentionniez mai 2025, la venue d'Ahmed al-Shara à Paris, ça avait déjà été l'occasion de rencontres avec le haut patronat, MCA CGM qui avait signé pour 30 ans, il me semble, sur le port de Latakia, donc quelque chose qui représente un énorme billet. Donc il y a des investissements sur les télécoms, sur la reconstruction, sur l'eau, effectivement, l'eau. Il y a quand même une opportunité absolument gigantesque. Et ce que fait aussi Emmanuel Macron, il le sait très bien, c'est-à-dire que derrière, si le pays se stabilise, et c'est là qu'il y a une sorte de gagnant-gagnant, si le pays se stabilise via une reconstruction, donc normalement on est censé être dans un cercle vertueux, on sait que derrière, il va y avoir des contrats qui vont
des concessions même parfois qui vont rester pendant des décennies. Reconstruction économique, mais reconstruction géopolitique de cette région qui sort quand même en mauvais état de ces 3 mois de guerre. Est-ce que la France a vraiment quelque chose, un rôle à jouer ? Oui, la France considère qu'elle a une responsabilité historique de toute façon. On le voit par rapport au Liban, notamment, puisque c'est un enjeu de discussion aussi avec Damas. On disait le retour de la France, c'est aussi la réouverture de l'ambassade. Oui, puisque pour l'instant, le représentant français n'est pas à Damas. Et donc, c'est l'idée de formaliser Ce sera fait à cette occasion ? Justement, ça, on verra ce qui est. Fait partie des Moi, je suis très prudent, mais en tout cas, c'est évidemment un objectif de réouvrir l'ambassade, avec la nomination en bonne et due forme d'un ambassadeur. Et puis, il y aura des discussions de toute façon sur le volet sécuritaire, la question de Daesh qui demeure, qui est un souci pour nous. Et pour les Européens au sens large, et puis la question de reconstruction. Et là, on verra ce que j'évoquais, ceux qui composeront la délégation économique. Ça sera un bon indicateur, parce qu'on pense à Engie, on pense à Orange, il y a l'eau, effectivement, toutes les infrastructures, en fait. Et il y a des compétences françaises, incontestablement. Pour ce qui est du BTP, c'est plutôt la Turquie. Les grands... C'est ça, parce que j'allais dire, il y a quand même la Turquie qui se positionne, et les pays du Golfe aussi. Donc, oui, mais les pays du Golfe, ils ont, en termes de compétences, c'est pas comme les Turcs. Les Turcs, et en plus, les Turcs ont un rôle très important en termes sécuritaires, parce qu'ils assurent en partie la sécurité personnelle d'Ahmed El-Shara, qui a été l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat, et les services turcs sont très présents à Damas. Il y a du monde qui se bouscule à l'entrée de cette nouvelle Syrie. On découvrira peut-être la délégation française tout à l'heure à leur sortie de l'avion. Merci infiniment à tous les 3 d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup Ariad Ranem, directeur scientifique du programme Moyen-Orient Afrique du Nord de Sciences Po. Mélina Huet, vous étiez ici chez vous. David Rigoulet-Rose, merci infiniment, directeur de la revue Orient Stratégique. Et puis on salue à nouveau Dana Albos qui est à Damas. Une émission à revoir en replay. Réécoutez en podcast, on se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure. Les écrans, c'est cool. Pour se retrouver en famille, souffler en fin de journée, vibrer pour son équipe ou ses héros préférés. Mais il est important que les parents maîtrisent leur utilisation, en évitant par exemple d'exposer leurs enfants pendant les repas ou avant de dormir. Pour les plus petits, les écrans resteront éteints. Avant 3 ans, un enfant a besoin de bouger pour découvrir le monde, développer ses 5 sens et échanger avec son entourage pour bien grandir. Plus d'informations sur arcom.fr.